Hi, good morning, everyone. Yeah, it's a pleasure. It's a pleasure being here in front of you. Um, I'll give a short a short keynote, and then after that, I will take us through what how this theme of today relates to our business: Prudential Beneficial Life Insurance and Prudential Beneficial General Insurance. So at our organization, we maintain our leadership in insurance sector by steadfastly committing to the following strategic pillars. So we have these three strategic pillars, which are value creation for our customers. We actively listen to their pain points collected through different channels. We leverage on technology to enhance their experience with us. This dedication has promoted a culture of continuous growth in operational excellence and value creation. Being chosen as a keynote speaker and co-president for the 2024 edition of the Journée Nationale du Management is a profound honor. Through this platform, I aim to emphasize the critical importance of personal development and leadership, continuing the legacy of my predecessors. This event is also a fantastic opportunity to collaborate with experts from diverse backgrounds, further enriching our collective knowledge and practices. Thank you for joining us in this journey towards excellence in management. Let us make this event a remarkable experience of learning and growth. That said, I will quickly have some few slides. I will be presenting them in English, but I'll also do some French. I'll also try to do some French as well. On the introductory part, it's true, our MC gave a brief introduction of my journey, which I would like maybe to throw some more light on. Oui, je suis un produit des systèmes d'éducation camerounais. J'ai fait l'école publique primaire au Cameroun, j'ai fait le lycée, j'ai fait l'université de Boya, avant de chercher des certifications à l'extérieur. Donc je suis un produit pur du système d'éducation camerounais. Et j'ai commencé, c'est un peu intéressant parce que la société où je suis aujourd'hui le CEO, le DG, j'ai commencé dans cette société comme un stagiaire académique. Voilà, donc pour pouvoir préparer mon mémoire, la licence en comptabilité, en 98-19, j'ai eu la chance d'intégrer Beneficial Life Insurance pour m'accompagner dans ce processus. Et j'ai passé, après le stage académique, je suis reparti bien évidemment, fini avec ma licence. Et à la fin du compo, j'ai été recruté à Beneficial en son temps, en 2000. Donc ils m'ont recruté. Vu mon passage comme un stagiaire, je pense que j'avais impressionné l'équipe qui était là. Mais j'avais pour ambition d'être un expert comptable. Donc j'ai fait environ 18 mois et j'ai démissionné pour aller poursuivre mes études d'expertise en comptabilité. Donc en 2005, j'ai fini cette formation, je suis devenu expert comptable en 2005 et j'ai rejoint l'équipe Deloitte en Touche, Cameroun, où j'étais audit senior. Et de Deloitte Cameroun, je me suis retrouvé aux îles Vierges, aux Caraïbes,
d'abord comme audit senior et puis audit manager. Et j'avais toujours cette envie de revenir au pays. Et du coup, quand l'opportunité s'est présentée, et bizarrement, toujours à Beneficial, pour revenir au Cameroun, je n'ai pas hésité. Et je suis revenu en 2012 au Cameroun comme le DAF Group de Prudential Beneficial, dont j'avais Beneficial Life Insurance avec ses 3 filiales, donc déjà le General du Cameroun, Togo, et puis il y a aussi la Côte d'Ivoire. Et ensuite, je suis devenu directeur, j'ai pris le poste de directeur des opérations de ce même groupe. Et après, je suis passé CEO, DG, dans cette même structure. Bon, ma carrière a débuté à Prudential Beneficial et aujourd'hui, je suis là et pour l'instant, je pense continuer for the foreseeable future. I want to retire in Prudential Beneficial. So today's theme, it's as I mentioned, speaks tones to me, to our business, because managing true values is what we do at Prudential Beneficial. And what I will spend some time to take us through our values at Prudential Beneficial, and you'll see how those values, they appear in the way we do business. To start with, our mission, as you can read up there, is to be the most trusted partner and protector for generations by providing simple and accessible financial and health solutions. Sorry. Our values, I will just list our values, which the first value, which is I would say one of the most important values, is our customer is our compass. In everything we do at Prudential, this value has to feature somewhere. No to client and no to boussole. That is our first value. And you'll see that how we do business, everything we do, you find this value somewhere. The next one is we pursue our entrepreneurial spirit. Nous faisons preuve d'initiative, and I think it's quite visible. C'est très visible sur le marché. Il y a beaucoup d'initiatives sur le marché qui sont prises par Prudential Beneficial. Ensuite, we succeed together. Nous réussissons ensemble. That's also another key value, and you will also find that when I will go a bit further on how we do business. The next is we respect and care for each other. You can feel it when you are at Prudential Beneficial, and all those who go through Prudential Beneficial for internship, when they're leaving back to school, they will always say the environment, it's like a family. We are each other's backkeeper, and we take care of ourselves. And the final one, we are into insurance, is nous respectons nos engagements. So we deliver on our commitments. The insurance sector, it's a sector where dans la procédure de business est inversée. Donc, vous payez, mais vous avez le produit à la fin. Donc, ça veut dire que vous me donnez l'argent, je vous promets que je vais vous donner un produit qui est différent de, je ne sais pas, j'entre chez un concessionnaire, je lui donne l'argent, il me donne une voiture. Et je pars. Ici, nous sommes dans un secteur où on vend le vent, comme on dit. C'est le vent. Hein? Donc, il est très important parce que quand nous prenons votre argent,
quand nous prenons votre argent, nous prenons un engagement à l'instant et nous devons tenir à respecter ces engagements. Et ça fait partie de nos valeurs. Donc, vous allez donc constater que notre politique, notre système de gestion est basé autour de valeurs. Je vais aller un peu I'll go a bit deeper on the different values. So when we look at the first value, our customer is our compass. Donc notre client, notre boussole. What we do is that we immerse ourselves in understanding our customers. We are committed to meeting our customers' needs and solving their problems with speed and empathy. So, pour nous, vraiment pour vivre cette valeur, qui est celui du client, qui est notre boussole, on doit se ressentir dans la peau du client. Et nous avons mis en place à Prudential Beneficial un certain nombre de canaux pour pouvoir collecter des données, des informations, pour nous permettre à mieux comprendre déjà notre client, parce que c'est très important, et aussi à identifier tous les soucis que nos clients ont. Et cela nous permet vraiment d'orienter nos différentes politiques, comment est-ce que on prépare notre budget, comment les décisions qui sont prises. Avec cette information, ça nous oriente et ça nous aide à vivre cette valeur qui est celui de notre client, notre boussole. The next one is we pursue our entrepreneurial spirit. We push boundaries and explore new possibilities. We are resilient, bouncing back from failures and moving forward with fresh vision and energy. Donc, cette valeur qui est, nous faisons preuve d'initiative. Sur le marché, vous allez constater que il y a beaucoup d'initiatives qui sont prises par Prudential Beneficial qui généralement, vous n'allez pas les voir dans d'autres compagnies. Et puis, parfois, ces initiatives que nous prenons, on s'attend à ne pas réussir. Mais on se dit, ça nous donne des leçons. Nous avons eu un certain nombre d'initiatives comme ça que nous avons pris, qui n'ont pas marché, mais qui nous ont servi de leçons. Et dans notre gestion quotidienne, moi, je ne fais pas le micromanagement. Donc, les employés ont la liberté de prendre les initiatives. Tant que cette initiative est à ton âme et conscience, tant que tu penses que tu es en train de faire quelque chose de bien, même si tu t'es trompé, je n'ai pas de problème avec. Parce que ça te permet de faire des erreurs et d'apprendre. Et de se lever à apprendre. Et ça, c'est une de nos valeurs. We succeed together. So we work by working together as a team. We collectively break down silos and work across all levels of the organization. Encore ici, il y a dans nos systèmes de performance, nous avons deux façons de pouvoir juger la performance ou d'arriver peut-être à payer un bonus à la fin d'année. C'est de regarder quelle est votre performance individuelle, mais surtout le collectif. Donc du coup, chacun sait que pour avoir un bonus, nous devons, la société, de façon générale, doit avoir une bonne performance. Si de votre côté, vous faites très bien votre travail, vous vous surpassez et vous ne tenez pas compte de l'implication de ce que vous faites sur le travail des autres et sur l'objectif de la société, vous pouvez avoir 120% performance individuelle, et tant que la société, de façon générale, n'a pas atteint ses objectifs, ça va impacter votre niveau de commissionnement, ça va impacter votre niveau
s'il faut augmenter les salaires. Donc du coup, tout le monde sait que à Prudential Beneficial, quand nous travaillons, on ne se focalise pas uniquement sur nous. On regarde ce que nous faisons, quel impact ça a sur les autres. Vu que nous avons déjà communiqué la stratégie à tout le monde sait d'où nous allons, et si vous prenez une initiative qui va peut-être mieux faire fonctionner votre département ou votre service, vous devez tenir compte de l'impact de cette initiative sur la société de façon générale. We respect and care for one another. So we empathize and treat others as we like to be treated. We respect differences and create a safe environment where everyone can be themselves. Encore, cette valeur permet à tout un chacun qui arrive à Prudential Beneficial de se sentir à l'aise. On vous encourage d'être vous-même et on décourage, bon, je vais prendre peut-être un exemple, si j'arrive au bureau et que je trouve un collègue qui a porté une tenue traditionnelle, vraiment traditionnelle, moi ça ne va pas me gêner. Ça ne va pas me gêner parce que bien que on dit on doit porter des vestes, des cravates, mais si cela if that makes you happy, if that's who you are, if that's where you come from and you want to portray that, it's not a problem for me. It's not a problem for me. And also, it's not because you come from this region or from this region that is going to affect how we look at you or how we take decisions concerning you. And by the way, Prudential Beneficial, it's in terms of diversity. I've been to many. I've been around. I've known a number of companies. I think maybe because I work in the British Virgin Islands, where in the office we had about 70 nationalities in the same office. I think I'm seeing something similar in Prudential Beneficial, where we have from all over Cameroon. There's no region, there's no division in Cameroon where you won't find someone from there working in Prudential Beneficial. We deliver on our commitments. So we take responsible decision and we are accountable to all our stakeholders. We are responsive and perform with excellence and integrity. I think I spoke earlier on this. Now, when you look at, by the way, in Prudential, these values, we call them the Pru way. So the Pru way. So when we say you have to live the Pru way, it means that you have to live these values. And when you look at the values as I've presented, the Pru way is centered around people. It is centered around people because to us that is a key of success. I mean, people be internal or those outside, which is why you will see our clients are very key to us. Our people, our employees are very key to us. Our communities. If you've been vigilant, you will see that we have a lot of, we've taken a lot of initiatives, we have a lot of activities happening around the country, on our community, our partners. We do trainings for our partners. We have a lot of things which we do for our partners. Then we have our shareholders, of course. We need to create some value for our shareholders as well. I will briefly talk on our organizational structure, which is what kind of drives our success. You will see that in this picture, you see that the customer experience is what we bring out.
In our business, the commercial, the customer, the technical department, those who actually at the forefront meeting our clients, that space is very, very important to us. It's very, very important to us. That's why you see we've highlighted that, and of course we have our communities with all the projects which we carry around, which we carry out in our communities. Then we have HR, which takes care of everything, and also our various support functions. So we have the IT, finance, risk and compliance, security, and the project management. And all of this put together, the main objective, the main aim that they have is the client. So everything that they do, the main thing is for the customer satisfaction. I'll take you through a few on our people's management. A few points on the people management to actually demonstrate to you how our values we live them every day. So I'll take, for example, our culture and value championing. À Prudential, nous avons ce que nous appelons culture champions. C'est quoi leur rôle? Leur rôle, c'est de veiller à ce que nous vivons le prouvé. Donc, sur chaque palier, dans notre immeuble, vous avez un culture champion. Et ils ont la responsabilité, et je leur donne ce pouvoir de pouvoir recadrer tout le monde, même celui qui est le chef, s'il agit hors du prouvé, et même moi également. Donc, si sur mon palier, peut-être je dis quelque chose qui ne reflète pas le prouvé, notre culture champion a le droit de me dire, DG, this is not the prouvé. Et nous avons ça sur tous nos paliers. Pour se rassurer que ces valeurs-là, nous les vivons tous les jours dans nos sociétés. Nous avons we succeed together. We succeed together. On peut le voir dans notre système de management. Le système de management que nous avons à Prudential Beneficial, où tout le monde est concerné, tout le monde, dans la contribution de chacun, tout un chacun compte. Nous avons un top-down communication, mais en même temps, nous avons un bottom-up. Donc, quand les stratégies au niveau un peu plus haut sont établies, nous les communiquons vers tous ceux qui sont un peu plus bas. Et chaque membre du CODI a l'obligation, après chaque comité de direction, de rendre compte à sa direction de tout ce qui a été dit, à part peut-être de ce qui est un peu plus confidentiel à son équipe, de telle sorte que tout le monde est au même niveau d'information. Mais aussi, pour permettre au management aussi d'avoir le input de nos différents collègues qui ne sont pas au CODI, qui ne sont pas dans le comité de direction. Nous avons ce que nous appelons CODI à votre écoute. Donc le CODI à votre écoute permet à tous les collaborateurs de pouvoir faire des propositions, pouvoir critiquer, pouvoir poser des doléances de façon anonyme, s'il veut, ou y mettre le nom. Et le CODI est tenu à répondre à ces questions chaque trimestre. Donc chaque trimestre, nous recueillons toutes ces doléances et nous avons un call où toute la société est connectée et on doit parcourir toutes ces doléances qui viennent de ceux qui ne sont pas privilégiés d'être dans le comité de direction. Et nous devons répondre à tout cela. Et bien évidemment, l'impact, c'est que ça fasse ceux qui se sentent, ils font partie de la société. Ils peuvent aussi apporter leur contribution. Et d'ailleurs, à une année, j'ai eu une proposition d'un collaborateur qui m'a dit, DG, c'est un peu tendu, pourquoi pas
Bon, ça, c'est quelqu'un qui est très loin bas. Il n'est même pas un head of department, il n'est même pas chef de service. Et qui me dit, il faut que le 2 janvier, à la reprise, que tu reçois tous les clients, tous les employés à l'entrée du bureau en leur remettant les cartes de vœux. Bon, moi, ça, je n'avais pas pensé à ça, mais parce que nous avons un management qui est tellement participatif, il a pensé que c'est quelque chose qui peut aider le climat social de la société. Et bien évidemment, j'ai fait imprimer ces cartes de vœux et le 2 janvier, je me suis mis à la porte à 8 heures et quand je vois les collègues qui venaient, ils restaient un peu en rouge, ils se disaient peut-être que le DG est en train de vouloir attraper les retardateurs. Donc, nous avons des personnes qui étaient là, ils étaient en train de regarder, ils avaient peur de venir. Mais ils disent, mais qu'est-ce que le DG fait devant la porte le 2 janvier? Oui, parce que je voulais accueillir tous les employés et leur remettre personnellement les vœux. Et ça, c'est une idée de quelqu'un qui n'aime pas dans mon management. Et aussi, chez moi, à Prudential, les employés n'ont pas besoin de passer par mon assistant pour me voir. Ils n'ont pas besoin. À Prudential, j'ai 2 portes, mon bureau a 2 portes. Il y a une porte qui s'ouvre où il y a l'assistant, que les étrangers, c'est par là, ils viennent. Il y a une autre porte qui est derrière, qui est pour les employés. Donc chaque employé, tu viens, tu ouvres la porte, tu entres. Si je suis occupé, je dis je suis occupé. Si je ne suis pas occupé, tu entres et puis tu me poses ta doléance. Donc, tout le monde se sent concerné, tout le monde veut participer au succès de la société. Et ça, c'est une valeur pour nous qui est en train vraiment d'aider la société. Je veux pas, il y a bien d'autres dont je ne veux pas, je ne sais pas, on ne m'a pas donné le timing. It's like I'm talking too much. Okay, all right, okay. So I'll quickly take us through leveraging on operational excellence. So operational excellence is not just an abstract concept. Yeah, it is a heartbeat of every successful enterprise. My journey from intern to CEO taught me invaluable lessons. Real-world experiences fuel operational insights. Whether streamlining processes, enhancing customer journey, or optimizing supply chains, operational excellence drives efficiency and resilience. So let us, it helps us learn from change and help us to adapt. I will just take a few initiatives which at Prudential we put in place in order to drive operational excellence. So we have, for example, our chatbot, which we launched just in less than 3 months ago. This enables our clients. We have someone, that nice, beautiful lady, who is available, who doesn't sleep, who is available 24 hours on 24, 7 on 7, to take care of all the questions from clients. You just need to connect with her on WhatsApp, and you can have, at any time, even at midnight, she's going to provide you information on your policies, on your premium payment, on you want to renew your automobile, you want to get more information, you want to know about products. So we have this chatbot, which we just initially put in place, which we are doing that. And when we look at it, I will look at the statistics. When we look at what we have achieved in less than 3 months, it's quite an eye-opener because we've had 8,500 users already, and it's not our main channel of collecting premiums, but we've managed to collect 90 million of premiums on this using this chatbot in less than 3 months. The next one is the ISO certification, which we just decided to go into. Again, we are seeking for operational excellence. We know the ISO certification is very, very demanding, and in fact, we went through this process, and it was quite demanding. Not only going through a process, but you need to maintain your quality of service to make sure that it gets renewed after every 3 years. We decided to go into that because we're looking for operational excellence. We have our digital platform N-File, where we today most of our files we manage them remotely using the N-File. We have a call center which we put in place,
which help our clients. Ici notre call center, c'est un peu comme une porte d'entrée à tous nos clients. Donc, tous les clients que nous intégrons dans nos livres, notre conseil doit les appeler, les accueillir, se rassurer, vu que nous savons très bien que l'assurance, parfois il y a un problème d'incompréhension, pour se rassurer que le client a bien compris le produit qu'il a acheté, parce que nous avons pris un engagement et nous voulons respecter ces engagements. Mais il faut que le client comprenne, parce que parfois, ce que nous constatons, c'est qu'après 1 mois, 2 mois, le client revient et vous dit « ce n'est pas ce que vous m'avez dit ». Donc, le call center est chargé de faire cela. Et avec ça, voilà, et avec cela, vous pouvez voir notre valeur de le client et notre boussole. So we have these other ones. I would so sustained competitiveness. Now, après avoir expliqué tout ce que nous faisons, quel est le réel impact sur notre activité par rapport à l'environnement où nous sommes? J'ai fait quelques slides pour montrer un peu comment est-ce que Prudential Beneficial se comporte par rapport au marché. Et là, nous avons les chiffres d'affaires. Ça, ce sont les chiffres qui sont publics du marché camerounais. Et nous avons pour la branche vie et la branche non-vie, parce que les deux branches sont séparées. Et Prudential Beneficial en vie et en deuxième. Et en général, nous sommes dans non-vie, nous sommes, je pense, au 10e. Mais ce qui est intéressant, ce sont les autres slides qui vont suivre. C'est pour voir l'évolution. Comment cette management par les valeurs, comment l'impact ça a eu sur nous pendant ce nombre d'années. Donc, bon, ici l'image, j'aime bien l'image ici parce que celui qui est devant ressemble un peu à Prudential Beneficial. Voilà, parce que nous, on ne se contente pas de faire ce que les autres font. On cherche à faire des choses différemment. On prend les initiatives. Donc, pendant que tout le monde sait qu'on doit pousser les blocs, nous, on réfléchit si on peut pousser une boule. Et on constate que la boule nous fait avancer plus. Donc, en conclusion, l'impact sur notre société de nos systèmes de management par valeur. Vous allez regarder sur la branche vie. Sur la branche vie, vous allez constater qu'en 2018, on avait un chiffre d'affaires de 13 milliards, pendant que le premier sur le marché avait un chiffre d'affaires de, je pense, 20 milliards. Et de 2018 à 2023, vous allez voir la croissance de Prudential Beneficial. Nous sommes quittés de 13 milliards et nous sommes aujourd'hui coûte à coûte avec le premier. Et quand vous regardez comment vous regardez la progression de tous les autres, vous allez voir que la Prudential Beneficial a une performance exceptionnelle sur le marché. Vie. Et même encore dans la non-vie, la branche non-vie, en 2018, nous avons un chiffre de 3 milliards. Nous étions carrément les derniers. Et avec la mise en place de nos valeurs, management par valeur, nous avons eu cet impact sur notre activité qui nous a fait cette croissance. Nous sommes quittés de 3 milliards et on a triplé le chiffre d'affaires en 2023 et nous sommes aujourd'hui à presque 10 milliards. Et par rapport, ça c'est par rapport à la concurrence. Maintenant, par rapport à tout le marché, voilà ce que ça donne en termes de croissance. Vous allez voir la ligne bleue, ça c'est la performance du marché. Et la ligne rouge, c'est notre performance. Vous allez voir que chaque année, nous avons eu une performance qui est très, très au-delà de la performance du marché. En commençant en 2018, en 2019, tout le monde a été touché par le Covid, mais nous avons je ne sais pas si vous avez des sociétés, we ignited our entrepreneurial spirit in 2019,
and we took off again. Et vous allez voir que notre croissance était toujours loin de là de ceux de marché. Et en 2023, c'est encore beaucoup plus visible, où le marché a fait une croissance d'environ 1,6%, nous avons fait une croissance d'un peu plus de 11%, presque 10 fois la performance du marché. Ça, c'est pour la vie. Et pour la non-vie, c'est la même chose. Pour la non-vie, vous allez constater que Prudential Beneficial General Insurance a une croissance très, très au-delà de la moyenne du marché. Et on a même fait l'année où on a fait une croissance de plus de 50%. Il n'y a aucune compagnie sur le marché qui fait cela. Et par rapport à la croissance du marché, vous pouvez voir vous-même comment est-ce que nos deux structures se sont comportées ces 6 dernières années face au marché. I think our end year it's been amazing, and I hope my presentation added some value to you, and we'll be here, and we hope that in our different exchanges I'm going to provide you maybe more insights if I didn't go into details in some of my presentation. Thank you very much. Merci MC d'avoir réduit mon temps d'intervention. Je comprends votre choix dans la coprésidence. Professeur Kamdem, c'est toujours un plaisir de vous retrouver ici dans la force des théories et des réflexions que vous menez autour de l'environnement académique du Cameroun et précisément autour du Journée nationale du management. C'est un honneur à chaque fois de partager des forums avec vous. Félicitations une fois de plus au président coordonnateur des Journées nationales du management, quelque part qui est mon parrain spirituel, je ne sais pas, il ne faut pas que je perde ma foi, mais je pense que quand je l'ai rencontré dans les années 2008-2009, l'étincelle est partie, et c'est pour dire à mon coprésident, je suis aussi un pur produit du Cameroun. Ce n'est pas parce qu'on met le HEC devant, mais on a été formé localement, et Tietse Dieudonné fait partie de nos encadreurs qui nous ont transformés dans le management de leadership, parce que je suis IT de formation. Je ne suis pas ni un financier ni un manager. Donc mon parcours a été beaucoup influencé par le cabinet PANES, que je voudrais quand même que vous applaudissiez. Et merci à la Chambre de commerce de nous suivre. Moi, je suis partie prenante des Journées nationales de management. Savoir que la Chambre de commerce accepte être parrain, c'est une bonne chose pour la dynamique de réflexion entre le privé et le public, entre guillemets, parce qu'ils ont quand même du service public et consulaire. Alors, Dieudonné m'a demandé pour cette leçon inaugurale d'insister sur la leçon, sur qu'est-ce que je tire dans mon parcours quelque part atypique avant de rejoindre Multiprint. Comme j'ai dit, IT de formation, j'ai quand même passé 4 ou 5 ans à intégrer des solutions informatiques dans le groupe Nana Bouba, Swakam, Azure, NAPCO, Sagri dans le secteur agroalimentaire. Et puis j'ai rejoint l'aventure de Multiprint dans un contexte à ma foi un peu très difficile, parce que l'entreprise déjà faisait partir un DG tous les 6 mois. Donc il fallait quitter d'une multinationale ou d'une entreprise de très grande taille qui faisait 150 milliards de chiffre d'affaires vers une petite PME de 4-5 milliards qui est en phase de décroissance et dont le patron a l'habitude de virer le DG tous les 6 mois. Vous comprenez que c'était un défi osé, mais quand on a des valeurs, parce que c'est le thème central, on s'est dit la transformation elle est possible avec nous. Donc j'ai rejoint Multiprint lorsque elle traverse une forte crise de rentabilité, donc parce que le digital est passé par là. Multiprint, c'est une entreprise qui a quand même 5 ans de plus que moi, donc il fallait comprendre qu'elle a passé sa phase de création, de maturité, elle était en décroissance, due au digital, due aux choix stratégiques qui n'ont pas été faits, parce que les cartes de visite, les blocs, les agendas étaient en cours de disparition. Il fallait donc changer d'orientation stratégique, et c'est le choix
qu'il fallait opérer à ce moment au regard de la situation. Il faut également dire la réorganisation au niveau du client majeur. Multiprint a eu une erreur stratégique d'être très adossé à Castel. Donc on a eu la fin de la phase Siaka avec ses vingtaines ou ses 2 ou 3 décennies de DG, et tout changement d'organisation chez votre partenaire majeur certainement vous impacte parce que le nouveau management n'a pas forcément les mêmes habitudes, les mêmes rouages et les mêmes rapidités de prise de décision. Donc, départ de Siaka dans les années 2014, donc 2014-2017, l'entreprise continue à piquer du nez avec le nouveau management, et un nouveau DG arrive en 2017, juste avant mon arrivée à Multiprint. C'était encore un autre changement qui est majeur chez un client majeur. Donc tout ça fait en sorte qu'on était dans un environnement totalement instable, dans un environnement difficile, et qu'il fallait sortir de la situation. Donc, je veux rapidement vous faire le parcours de la restructuration qu'on a menée en 5-10 minutes, et après je donnerai les quelques leçons que je tire de ce parcours. Alors la première phase de ce parcours, c'est l'entreprise, c'est du cash. Je ne sais pas le profil des uns et des autres qui étaient là, mais on arrivait quand on a trouvé une entreprise avec des fonds propres négatifs, avec un niveau de dette très élevé, et qu'il fallait forcément restructurer l'ensemble des dettes. Donc il fallait affronter la SCB, il fallait affronter la BISEC pour restructurer l'ensemble des dettes de l'entreprise qui n'arrivait pas à payer depuis presque 6 à 7 mois. Il fallait également, au même moment, mettre en place un plan de relance dans lequel une banque qui n'était pas banque partenaire suive. Donc il fallait convaincre la Société Générale dans un crédit relais pour qu'ils suivent cette transformation de la phase 1. Ça, c'est le secteur bancaire, mais sur la partie produit, je vous disais, Multiprint, c'est une imprimerie de 40 ans, aujourd'hui, de plus de 40 ans. Il fallait sortir de l'imprimerie civile, de l'imprimerie de ville, se positionner dans le secteur de l'emballage et du packaging. Parce que c'est la même expertise, c'est-à-dire on s'appuie sur nos forces, sur notre métier, sur notre expérience d'imprimeur, mais il fallait se réorienter en emballage. Donc il fallait identifier les produits et les clients rentables. Donc faire tout un travail d'analyse des comptes, des coûts, des productions, et ainsi de suite. Avoir le courage d'arrêter certains clients, arrêter certains produits. Donc tout de suite, nous avons décidé d'arrêter tout ce qui est imprimerie de ville, comme je disais, l'agenda, les blocs-notes, les livres, les cahiers, et faire des étiquettes, faire des cartons, faire des boîtes, faire ainsi de suite. Et il fallait donc convaincre au fur et à mesure la clientèle. Mais on s'appuie toujours sur une de nos forces quand même, qui est la relation historique avec le groupe SABC. On met en place un plan de charge sur 2 ans, 3 ans pour appuyer notre plan de relance au niveau des banques. Donc le hasard a fait que Emmanuel Détaillé était arrivé aussi en 2017. Donc nous avons travaillé tous ensemble sur ce plan de relance. On continue aussi, il fallait quand même aussi faire une baisse de masse salariale. Vous savez, une entreprise, c'est son voilier. Le bateau, c'est le voilier qui le tire avec le vent. Si c'est la problématique de plusieurs PME locales ou des entreprises locales, la maîtrise des charges d'exploitation. Au fur et à mesure, on augmente le salaire du cousin, du DG, de la femme du patron, du chauffeur du patron, et ainsi de suite. On se retrouve à créer des postes superflus, et ainsi de suite. Donc, on n'arrive plus à maîtriser la masse salariale. Donc, on était obligé d'affronter une baisse de masse salariale de pratiquement 30%, sur lesquels quand même on fait des départs des anciens, surtout dans le secteur administratif, comptabilité, commerciale, ressources humaines, et ainsi de suite. Il fallait faire partir parce que les coûts ne pouvaient pas nous permettre de maintenir les voiliers. Et on travaille également sur quand même des recrutements. On s'appuie sur notre réseau IT que je suis, dont vous comprenez que je connaissais les gens à MTN. Donc je fais venir des commerciaux de chez MTN pour amener le route to market, le know-how du B2B, qui est un peu plus exigeant que vendre les agendas et les calendriers. Puis également du réseau d'où je sors, Azure, Swacam. Il fallait également quand même mettre en place une équipe de contrôle de gestion pour ancien contrôleur de gestion que je suis, parce que dans mon parcours, j'ai monté le département de contrôle de gestion à Swacam. Donc je m'appuie sur les outils de pilotage et de budget autour du contrôle de gestion pour avoir les coûts, les prix de revient, les performances des lignes, et ainsi de suite. Également, IT que je suis, c'est les outils collaboratifs. On peut penser que c'est rien, mais
avoir accès à son mail de façon systématique, sans latence, sans problème d'accès, sans problème d'espace, ainsi de suite. C'est extraordinaire, ça facilite les choses. Donc, tout de suite, dès 2017, on met en place G Suite avec ses outils collaboratifs, les accès Drive. Donc, on ne perd plus les données, on ne perd plus les accès, on n'a plus de problème d'espace, il n'y a plus de problème de communication, on la fluidifie. Et bien sûr, il fallait quand même avoir un outil de gestion pour suivre tout le processus de l'entrée de bonnes commandes jusqu'à la facturation, en passant par la production, la maintenance assistée par ordinateur, ainsi de suite. Ça, c'était la phase 1 qui était une phase de 2017-2020. 2020, vous vous rappelez, c'est la crise Covid. Donc, tout de suite, j'étais très fier en février. J'avais rencontré Pierre Castel à Genève. J'ai dit, ah, waouh, à une trentaine, tu rencontres l'un des plus riches du monde. Je rentrais enthousiaste avec un plan encore d'accélération de la croissance. Mais je me rappelle, à l'aéroport de Genève, il y avait à peine 2 avions. Et tout de suite, en mars, vous vous rappelez, donc la crise Covid arrive, la logistique mondiale tombe en désuétude et les retards de livraison s'accélèrent. Plus personne ne sort. Les industries en Europe totalement en lockdown. On se retourne encore. C'est là toutes les questions de la géopolitique, de la géostratégie, de voir ce qui se passe dans le monde est intéressant. Donc, on réfléchit, on se renferme encore sur nous. On a fait un deuxième plan social. Malheureusement, en plein Covid, on a été obligé de réduire les effectifs, de se recentrer encore sur les clients qui ramènent plus de valeur, ceux qui génèrent plus d'argent, et ainsi de suite. Mais très rapidement, on a compris que la Covid est une grosse opportunité, la crise Covid, c'est-à-dire les circuits courts sont privilégiés par nos clients, les acteurs à côté vous demandent, ceux qui ne nous demandaient jamais des offres, commencent à nous demander des offres. Donc, si vous avez la capacité d'acheter, vous avez la capacité de sourcer, vous pouvez avoir des clients. Donc, on transforme cette situation en opportunité et rapidement, donc, on travaille sur un plan d'investissement. On appuie donc la crise Covid comme opportunité auprès des banques pour expliquer que la demande va s'accélérer pour les circuits courts. Et les banques nous suivent, donc on investit sur une machine de fabrication de plastique, puis on investit sur d'autres types de machines, on forme les équipes sur la démarche 9001 qui structure les processus, qui met en place un suivi, un reporting sur les KPI, tout ça aussi avec l'appui du bureau de mise à niveau. On met en place quelque chose d'extraordinaire, les SLA, parce que moi je sors quand même du monde d'IT, les Service Level Agreement, c'est-à-dire on met des contrats de service entre les clients internes, entre les processus internes avec nos fournisseurs à l'étranger qui sont partout dans le monde, avec nos prestataires locaux, des transitaires, ainsi de suite. Donc, toute la phase 2020-2022, c'est l'accélération, c'est la relance. Donc, on traverse la crise, on capte la crise en opportunité et on investit dans des métiers nouveaux. Puis, oui, l'orientation client également, on la renforce. On accélère pour qualifier Nestlé. Il fallait quand même qualifier Supermont en face des brasseries. Vous connaissez l'animosité qu'il y a entre ces deux clients. Aujourd'hui, on est fiers de les avoir les deux dans notre portefeuille. Il fallait avoir le courage de dire oui, nous qualifions Source du Pays, nous qualifions Supermont pour qu'il soit un de nos clients, pour leur livrer du packaging. Il fallait renforcer la relation avec Nestlé, il fallait qualifier Diageo. Également, c'était la phase vraiment de réinvestissement et de relance. Sur le plan des ressources humaines, voilà, on renforce, on régularise près de 100 temporaires. Quand même, c'était qu'il fallait affronter cela. Vous savez bien, dans nos boîtes locales, il y a des temporaires qui ont 10-15 ans de métier, qui sont là, des temporaires indéfinis. Il fallait aussi décider de les régulariser. La dernière phase que nous vivons aujourd'hui, la phase de l'accélération, la phase de croissance, la phase à laquelle nous nous positionnons comme un champion national dans le secteur de l'emballage, où nous investissons systématiquement le cash flow dégagé par l'activité, où nous avons l'agrément CEMAC pour attaquer toute la zone CEMAC avec des clients sur le Gabon, sur le Congo-Brazzaville, sur la RCA, ainsi de suite, dans lequel on met en place quand même un système de contrat pluriannuel avec nos clients pour assurer de la visibilité, pour assurer la trajectoire long terme. On met en place une nouvelle norme, la 45 000, pour remettre le capital humain au centre d'une composante essentielle de notre activité, c'est-à-dire leur santé, la sécurité, leur consultation, leur participation, prise de décision, donc un ensemble d'outils que peut-être je reviendrai à ma table ronde de vendredi pour montrer à quel point ce leadership et la gestion des RH permettent donc de créer de la performance.
Et on certifie pas mal de nos collaborateurs partout en ligne avec HEC sur les questions de stratégie et de finances. On va continuer, on continue à investir. Il n'y a pas un mois, on a reçu des nouvelles machines pour accélérer notre capacité de production des films plastiques, tout ce qui est lait, tout ce qui est détergent en poudre, tout ce qui est pâte alimentaire, dont Panzani est l'un de nos grands clients, tout ce qui est savon en liquide, et ainsi de suite. Donc, nous continuons à développer notre expertise dans le secteur du packaging pour le marché local et le marché de l'Afrique centrale. Une nouvelle ligne également pour les boîtes expansées, tout ce qui est boîte en polystyrène pour Chococam, pour porter les mambos dans des conditions de sécurité et de santé. Voilà, ça c'est le parcours, on l'a ramassé de façon brève. Je pense que je reviendrai, comme j'ai dit à la table ronde de vendredi, sur la partie RH en détail, si vous voulez, sur la partie process, sur la partie contrôle de gestion, comment ça nous a aidé dans le pilotage. Donc, ce parcours, quelles sont les leçons que je tire? J'ai tiré 5 leçons. Elles peuvent être plus ou moins, mais je tire 5 leçons managériales là-dessus. La première leçon, c'est le courage. Le courage managérial et le management de proximité. Pourquoi je dis le courage? Réduire les effectifs, rencontrer des gens qui ont 15 ans, 20 ans, qui est votre aîné, parce qu'il y avait quand même des gens qui avaient 40 ans, 50 ans, et leur dire que la situation ne nous permet pas de continuer avec vous, et le dire calmement, le serrer entre les mains, c'est pas évident. Donc il faut avoir ce courage-là. Faire encore, après avoir promis en 2017 que nous relançons l'activité, et tout de suite il y a la crise Covid, et dire qu'on réduit encore les effectifs, c'est pas toujours aisé. Quand vous rentrez chez vous, vous essayez de réfléchir, tous ces gens, comment ils vont faire. Mais je pense qu'à un moment donné, on réagit en chirurgie, on dit amputer tel membre, c'est important pour sauver le corps. Il fallait également quand même affronter le groupe Castel, pour ne pas se comporter en antichambre du groupe Castel, mais en prestataire, en bonne et due forme, en fournisseur exigeant, qui veut un contrat, qui veut les délais, qui veut être payé à temps, qui veut qualifier les clients qu'il veut. Donc il fallait avoir ce courage-là, qualifier Diageo, qualifier Supermont, qualifier les concurrents à Castel. Pour nous, il fallait avoir ce courage-là, il fallait les affronter. On l'a fait avec ténacité et avec aisance pour faire ce travail. Et également, c'est-à-dire, on était en crise, on était en restructuration, il fallait arrêter l'assurance globale dommage. C'est-à-dire, on est dans un secteur très inflammable. Il y a un assureur ici, il nous dira que j'ai pris trop de risques, mais on n'avait pas les moyens de payer la police de l'assurance globale dommage. Elle valait quand même près de plus de 90 millions, alors qu'on n'avait pas de cash pour payer de la matière première, pour payer les pièces de réchange. Donc, il fallait avoir le courage de dire, voilà, pendant 2 ans, on ne met pas l'assurance, on met en place tous les dispositifs de prévention pour éviter l'incendie. Et il faut dire, Multiprix a connu en 2014 un incident grave qui les a arrêtés pendant presque 1 an. Donc, et puis, j'ai mis le management de proximité parce que moi, j'ai développé un rituel. Tous les matins, je fais le tour de l'usine. C'est systématique. Mes 300 collaborateurs, je connais à peu près 150 prénoms. C'est-à-dire avec leur nom, leur poste. Je peux connaître à peu près 30 avec leur, c'est-à-dire s'il a un enfant, s'il a un garçon, il est à quel niveau, ainsi de suite. Donc, ce qui fait qu'en termes de capacité de capter les informations, je les ai. Parce qu'en rituel, c'est tous les matins, le tour du propriétaire, le soir avant de partir, le tour du propriétaire. Et là, je l'ai fait pendant pratiquement 3 ans, 4 ans, de façon systématique, tous les jours. Et puis, il faut avoir le courage de dire à sa femme sortir à 22h pour aller à l'usine, surtout si on est polygame comme moi. On peut penser que tu pars de l'autre côté. Donc, il fallait aussi avoir ce courage-là d'aller visiter l'usine à 22h, à 23h pour voir qu'est-ce qui se passe. Donc, pour moi, c'est l'une des leçons que je tire, le courage et la managériale et la proximité. La deuxième leçon, c'est être entouré, se faire entourer par des bonnes personnes. Xavier Tankou, pour moi, c'est la principale personne parce que je suis du Nord natal, jeune de moins de 30 ans. Il prend sa boîte de nulle part. On n'est ni de la même génération, ni de la même culture, on n'a pas d'affinité. Il me remet sa boîte. Pour moi, c'est un courage. Donc, se faire entourer ou être entouré, il est déjà la première personne qui me rassure. Il me rassure parce qu'il ne dépasse pas les limites du président du conseil d'administration. Quand il vient intervenir en tant que technicien, en tant que mécanicien, en tant qu'expert du métier,
on l'appelle expert technique. Donc dans nos documents, son intervention, c'est des réunions avec fiche de poste, avec fiche de présence, avec des rapports de l'expert technique. Donc il sait respecter les périmètres et ça donne quand même de l'aisance à mon travail, à mon déploiement, à tout ce que je peux déployer comme stratégie d'investissement ou stratégie de pénétration de marché. Emmanuel Détaillé également, je ne peux pas l'ignorer, le DG de Brasserie, lui aussi vient d'arriver à SABC, il avait besoin de rassurer l'écosystème, il a une façon de voir le monde des affaires, il croit à l'Afrique, il croit au potentiel africain. On allait ensemble dans les banques pour présenter le plan de restructuration de Multiprint. Pour moi, c'est un levier. Mes collaborateurs, mes teams, donc avec une approche genre, j'ai pas mal de collaborateurs ici, cette présentation, c'est eux qui l'ont faite. Ils peuvent prendre la parole autant que moi dans la structure, comprennent exactement la vision. J'ai l'habitude de dire, nous sommes la seule entreprise où la vision a été écrite par les salariés. Donc, c'est nous qui avons réfléchi comment orienter et quelle vision prendre. Donc, là, sur le CODIR, aujourd'hui, à 50%, elle est féminine. Donc, l'approche genre, je l'ai parce que j'y crois à la gente féminine, à sa capacité de respecter les engagements, être transparent et puis avoir de l'empathie. Le professeur parlait de la gestion de l'émotion, du management de l'émotion. La gente féminine a cette force-là. Et puis les experts techniques, moi j'ai pas mal utilisé l'expertise technique, les ex de Price qui sont des amis dans mon réseau, les anciens directeurs financiers que j'appelais pour m'aider, ou le bureau de mise à niveau, hein, je parlerai de l'État tout à l'heure. Donc pour moi la deuxième leçon c'est d'être entouré par les bonnes personnes ou se faire entourer par des bonnes personnes. Il faut éviter des personnes toxiques, il faut éviter des gens qui vous ramènent des ragots. J'ai beaucoup entendu avant d'arriver là-bas, attention à la sœur du patron, attention au Bamileke, attention, ainsi de suite. Mais tout ça, il faut anéantir ces gens, il ne faut plus les écouter parce qu'ils vont vous intoxiquer, ça ne marchera pas. Les collaborateurs qui avaient cette façon de faire ont été tout de suite éjectés. Pour moi, il fallait dire, on n'a pas le temps pour des ragots, on a le temps pour les faits, pour les résultats, pour les process, et ainsi de suite. C'est la deuxième leçon. La troisième leçon, c'est... Souvent, on dit une vision, on s'amuse, mais une vision, c'est une vision. C'est le débat souvent que je fais avec le président Xavier. Président, si on veut être champion national, on ne peut pas sortir du cash. Vous savez bien, les patrons de PME, souvent, sont tentés à sortir du cash. Donc, si votre vision, c'est qu'on veut être leader, un leader, ce n'est pas quelqu'un qui a 10% de part de marché. Le packaging, c'est 100 milliards de taille de marché au Cameroun. Aujourd'hui, on fait à peine 15 milliards. Oui, le second fait 2 milliards, mais ce n'est pas suffisant. Donc, si notre vision, c'est d'être leader, est-ce que vous êtes d'accord avec cette vision? Donc, on doit agir conformément à cette vision. Donc, ce n'est pas inutile, ce n'est pas vain souvent de le répéter, donc on le répète à chaque fois aux collaborateurs, à l'actionnaire, aux clients, et ainsi de suite, pour les rassurer et pour que nos actions et nos orientations soient en droite ligne avec la vision qu'on porte. Mais la vision seule ne suffit pas. Il faut avoir un plan clair. Donc, contrôleur de gestion que je suis, au début, c'est des plans de 3 mois. On a fait le plan de relance avec les brasseries, comme je vous ai dit, pour 3 mois. Après, on a fait un second plan de relance sur 1 an. Puis, on a fait un plan de relance après crise sur 3 ans. Et aujourd'hui, on a un plan stratégique sur 5 ans, 2023-2027. Donc, dans lesquels on a défini nos parts de marché après une étude de marché, on a défini les investissements, on sait comment on veut se diversifier, on a fait un plan de risque là-dessus, comment on va y arriver. Donc, pour moi, avoir un plan qui sous-tend une vision, c'est important. C'est-à-dire, il y a beaucoup de personnes qui approchent des banques, mais qui n'ont pas de plan entre les mains. Ils savent qu'ils veulent l'argent, mais si on le challenge au détail, très peu peuvent fournir des informations pour la partie prévision. Donc, c'est la troisième leçon. La quatrième, c'est la gouvernance et le reporting. Je crois qu'une entreprise qui veut être efficace, qui veut avoir de la performance, qui veut avoir de la compétitivité, parce que c'est un élément quand même de ce thème central, sa gouvernance est importante. Sa gouvernance, comment elle achète, comment elle décide des investissements, parce qu'on peut mal investir, on ne devient pas compétitif. Vous savez, nos compétiteurs aujourd'hui, c'est la Chine, c'est Dubaï, c'est l'Inde. C'est-à-dire quel type de machine, quel type d'organisation avoir, comment reporter les informations. Je disais que Multiprint, c'est à peu près 500 pages de reporting par mois. Donc, plus de 32 KPI. Donc,
On a des KPI sur tout, sur la maintenance, sur les ressources humaines, sur les questions de formation, sur les bonnes commandes, sur l'activité de planification, sur les délais de production, sur les qualités de production, sur la performance des lignes. Donc, 32 KPI avec plus de 500 pages de reporting tous les mois qu'il faut avoir, qu'il faut remonter, soit au comité de direction, soit à la revue de performance, soit à la revue de processus, soit à la revue de direction, soit au conseil d'administration en fonction de la demande du conseil à nos banquiers avec des notes d'information financière trimestrielles, à nos fournisseurs souvent qui nous donnent des crédits quand même, des crédits d'investissement, donc on est obligé de les reporter. Donc, pour moi, la gouvernance également est une grande leçon que je tire dans cette phase de 6 ans qu'on a vécu avec Multiprint. Et l'élément clé de gouvernance financière, c'est le contrôle de gestion. J'ai vu un thème dans 2 jours ou 3 jours, on parlera de contrôle de gestion ici. C'est un levier de pilotage, c'est un levier de performance. Il faut aller chercher les coûts, les détails. Vous savez, la crise qu'on a passée sur le premier trimestre sur l'énergie, beaucoup de PME ont perdu de l'argent sur la question de l'énergie. Quand on a rationalisé l'énergie, et puis le carburant qui a grimpé, des gens ont perdu leur groupe électrogène, les gens ont vu leur coût d'énergie monter, et les industries que nous sommes, le poids du facteur énergie sur nos performances et sur notre compétitivité est très élevé. Donc on met les équipes de contrôle de gestion pour réfléchir, pour faire le lien entre la production et la consommation d'énergie, à travailler avec les experts, comment on peut optimiser, peut-être sur le solaire, sur des comportements, ainsi de suite. Donc il y a tout un travail qui est mené sur la question autour du contrôle de gestion. Donc leçon, pour moi, c'est la gouvernance et le reporting. La dernière leçon, c'est être exigeant et très formaliste avec l'administration publique. Moi, j'ai pas de... On connaît Multiprint, j'écris chez tout le monde. Je vous embête. En règle générale, dans les PME, on dit non, il ne faut pas te faire connaître. Non, on se fait connaître. Nous, on écrit à tout le monde, au ministère de Commerce, au ministère de l'Industrie, on défend nos intérêts, on insiste qu'on doit nous aider, on présente notre situation, on présente nos difficultés. Lors des contrôles, on n'a pas honte d'escalader quand un inspecteur des impôts ou de douane nous embête. On escalade, on écrit, et comme l'administration, souvent, elle est écrite, donc pour nous, on est très, très formaliste, on est très exigeant. Exigence, ça commence par nous, à être réglo en termes de règles, en termes d'optimisation. Maintenant, on s'organise. Si on veut optimiser la fiscalité, il faut s'organiser. Mais on va être exigeant dans cette organisation-là. On est exigeant envers l'État. C'est pour cela qu'on bénéficie du soutien aujourd'hui du bureau de mise à niveau qui nous accompagne sur toute la partie consommation, du ministère de l'Industrie qui nous a accompagnés sur la partie bouchons métalliques, dont les bouchons des bouteilles en verre. C'est pour ça que vous avez vu, il y a 2 ans, la loi de finances 2022 a mis en place les droits d'assises sur de l'emballage. C'est parce qu'on est là, on défend le secteur. Aujourd'hui, on veut structurer la filière. On est en train de monter en place une interprofession pour la filière de l'emballage. Donc, pour moi, c'est une grande leçon aussi dans ce parcours-là, d'être exigeant et d'être très formaliste avec l'administration publique. Donc voilà un ensemble de leçons que je tire donc dans ce parcours si je reviens pour les résumer très rapidement, la première leçon c'est le courage et la proximité managériale. La deuxième leçon, se faire entourer, être entouré par des bonnes personnes, avoir une vision et un plan clair, de la gouvernance et du reporting, et enfin être exigeant et formaliste envers l'administration. Donc j'espère avoir respecté mon temps. Merci pour votre aimable attention.